Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un paradoxe que chacun traverse dans sa vie de tous les jours. Je parle ici de l'opposition de nos envies personnelles d'un côté et des règles que la société impose de l'autre. Des règles que l'on choisit de plus ou moins respecter pour continuer à bénéficier de cette même société. Une opposition qui pourrait évoquer à certains d'entre vous les travaux de Freud et dont les applications dans nos vies seraient très impactantes sur notre façon d'être. Si, et j'insiste sur ce si, nous partons de ce postulat que nous acceptons l'idée selon laquelle nos pulsions ne sont pas toujours en adéquation avec le système qui nous encadre, alors nous pouvons en déduire que l'individu fonctionne d'abord par intérêt, par ses pulsions, et qu'il se régule ensuite par son éducation et sa culture. Notre inconscient nous pousse donc vers un fonctionnement individualiste et la société vers un fonctionnement holiste. C'est de cette rencontre qui fait de l'humain un paradoxe que j'aimerais parler ici. Ce paradoxe est nécessaire à notre évolution et il nous a portés jusque là où nous en sommes aujourd'hui. L'individualisme se définit par une tendance à privilégier la valeur et les droits de l'individu par rapport à ceux de la société. L'holisme en est simplement l'opposé. En sociologie, vous entendrez peut-être parler d'individualisme méthodique. C'est une opposition qui prend une forme quelque peu différente de celle dont je vais parler aujourd'hui. Je précise ce point car j'emprunterai certains termes aux sociologues et philosophes acteurs de ce domaine. L'individu se situe donc au croisement de ces deux concepts qui d'apparence s'opposent en tout point et pour le plus grand nombre, au moins inconsciemment. Les similitudes entre l'individualisme et le libéralisme ne vous auront sans doute pas échappé. Ce dernier prône les libertés individuelles tout comme l'individualisme et met en avant la question de la coopération volontaire. Un point essentiel car qui dit volontaire dit également optionnel. Le libéralisme se vend donc comme un moyen de faire coexister l'intérêt personnel et une société dont les limites ne seraient que nos responsabilités et nos volontés propres. Il propose donc d'effacer la raison même du paradoxe que nous abordons ici. On pourrait lui opposer le communisme, qui lui aussi propose de régler le paradoxe en mettant son poids de l'autre côté de la balance. L'idéologie communiste, comme elle est décrite par Marx dans son manifeste et non pas comme l'histoire nous la raconte, vise à donner le pouvoir à la classe populaire. Un gouvernement par le peuple et pour le peuple, où la société casserait le schéma d'une majorité, incarnant une force de travail, au profit essentiellement capté par la minorité dominante. À la suite de ma présentation rapide et incomplète de ces deux idéologies, vos croyances personnelles et votre culture vous dictent probablement de vous positionner en faveur d'un des deux côtés. Sans en être nécessairement un fervent défenseur, vous pencherez naturellement vers celui où vos valeurs et vos intérêts seront le plus pris en compte, sans suivre vos arguments. Je pourrais épiloguer un certain temps sur ces derniers et sur leur apparition postérieure à vos positionnements. Mais je me contenterai de souligner que peu importe le camp que vous avez choisi, vos raisons sont probablement bonnes. Ces deux idéologies visent toutes deux à résoudre un problème de société en mettant l'accent sur deux approches très différentes. Ces deux idéologies sont imparfaites et notre esprit donnera plus de valeur à l'une qu'à l'autre en minimisant notre accès aux limites pourtant bien réelles du système qui nous convient le mieux. Ces deux idéologies, parmi d'autres, sont les témoins de nos valeurs, de nos intérêts et de nos envies. Selon moi, le libéralisme est le plus en phase avec notre instinct primaire. Mais mon instinct n'est pas nécessairement bon, il n'est pas bon par essence. L'instinct n'est finalement qu'une décision extrêmement rapide et nourrie par divers raccourcis cognitifs au potentiel incroyable. Incroyable que la direction soit constructive ou destructrice. J'ajouterai à ça que le système de responsabilité et de volontariat de l'individu du système libéral me semble dysfonctionnel de par l'inégalité entre les personnes qui composent la société. Une inégalité qu'il nous sera probablement impossible de résoudre. Je m'explique. Les personnes les plus puissantes n'ont plus besoin ou n'ont que très peu besoin de la société. Ils pourront donc s'abolir des limites qu'elle fait peser sur l'individu. A l'inverse, ceux qui en dépendent, eux, en deviendraient esclaves. En somme, les puissants feront peser leur façon de voir les choses sur la société, et la société fera peser sur l'épaule des individus plus faibles les limites à respecter. C'est selon moi un réel retour en arrière, une accentuation de la loi du plus fort, pourtant encore beaucoup trop représentée. Si je devais revenir sur l'idéologie communiste, je dirais qu'elle apparaît comme pragmatique et théoriquement fonctionnelle. On pourrait probablement atteindre une société où une immense majorité de la population vivrait correctement et heureuse. Mais passer à côté du côté irrationnel de l'humain semble compliqué. Une société très pragmatique, composée d'individus ne l'étant que peu, verrait probablement de nombreux changements arriver, et assez rapidement de surcroît. Une part de notre histoire témoigne en partie de cet aspect.
Nier l'ambition et l'intérêt personnel au profit d'une société plus forte est source de frustration et de problèmes, au moins aussi important que l'inégalité trop forte évoquée plus tôt. J'ai volontairement pris ces deux idéologies qui rassemblent à elles deux beaucoup de partisans et de détracteurs. Mais elles ne sont pas seules. La grosse majorité des systèmes aujourd'hui proposés possèdent des limites que le sociologue Boudon nomme les effets pervers. Pour illustrer ses propos, il nous propose une petite expérience de pensée. Observons les individus qui attendent le bus sous la pluie. Lorsque ce dernier arrive, si tout le monde tente de monter en même temps, alors une majorité des individus passera davantage de temps sous la pluie. Alors que si chacun était rentré tour à tour, le dernier à rentrer aurait sans doute moins attendu, ou tout au plus aurait attendu de la même façon que dans le cas de la cohue. Mais au final, la plupart des gens auraient été moins mouillés, car une grande majorité d'entre eux seraient rentrés plus rapidement dans le bus. En somme, la cohue qui représente les forces que l'on oppose aux autres pour ne pas occuper la place du dernier, finit par pénaliser la majorité. Et cette dynamique semble présente dans la plupart des systèmes d'État que l'on nous propose aujourd'hui. Tous ces systèmes sont vecteurs de frustration et ne cherchent selon moi pas vraiment à combler cette faille. Le postulat duquel j'ai aujourd'hui fait le choix de partir fait de nous des créatures mises en mouvement par nos intérêts personnels, mais dont l'évolution est tributaire de la société qui limite ces mêmes intérêts. Ce contrat social permet, non sans difficulté, à ces deux éléments essentiels, irréductibles, de cohabiter. Je n'ai évidemment pas prétention à apporter une solution à un problème aussi vieux que l'histoire des sociétés humaines. Mais j'aimerais vous proposer des éléments que l'on entend trop peu de nos jours et qui pourraient venir nourrir cette réflexion. À mes yeux, ce paradoxe apparaît de moins en moins comme tel. Je finis par saisir que des individus qui vont mieux forment une société qui va mieux, et qu'elle m'est donc plus facile à vivre. C'est la perception de mon bien-être à venir qui me permet de faire preuve d'une certaine forme d'abnégation dont chacun est tout à fait capable. On l'observe dans nos groupes d'amis, enfin, lorsqu'il s'agit réellement d'amis. La relation qui lie des individus est souvent un lieu où les compromis sont plus simples à entendre, où ces derniers ne s'opposent finalement pas vraiment à notre intérêt principal qui reste les souvenirs que l'on se forge avec ce groupe au travers de moments partagés. Finalement, c'est en supposant l'autre comme un adversaire plutôt que comme un ami potentiel que l'on donne naissance à cette opposition entre intérêt personnel et limites imposées par la société. Mais il est bien plus simple de statuer sur l'intérêt d'un groupe, et bien souvent de taille réduite, auquel on appartient. Notre incompréhension se fait plus apparente lorsqu'on doit comprendre d'autres individus et groupes, qui sont eux bien loin de la façon dont on traverse notre propre existence. C'est à mon sens sur ce point précis que l'on doit chercher à planter les graines. Les graines qui auront le potentiel de faire pousser les ponts nécessaires à nous relier au groupe d'humains qui composent notre société. Selon moi, ce qui manque à beaucoup d'idéologies, c'est la recherche d'un tronc commun de valeurs, et non pas l'affirmation de ces dernières. Un tronc commun que l'on chercherait toujours davantage à enseigner, apprendre et comprendre. Toujours davantage définir ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous éloigne les uns des autres. Finalement, c'est d'un socle dont nous avons besoin. Une base sur laquelle les rêves de chacun peuvent se construire. Un point de départ dont chacun aurait une conscience assez claire pour permettre à une société libérale d'exister, mais au sein de laquelle les plus puissants veilleraient réellement à l'évolution, au bien-être et à la liberté des autres. Un point de départ dont chacun aurait une conscience assez claire pour permettre au communisme de vivre dans l'égalité sans pour autant écraser les rêves de l'individu dans sa marche. Un point de départ dont chacun aurait une conscience assez claire. C'est quelque chose qui commence à travers chacun d'entre nous. Un projet qui prend racine à l'aurore de la réflexion de ce qui est bon pour moi et qui, à l'arrivée du crépuscule, ne fait plus qu'un avec ce qui pourrait être bon pour tous. Merci pour votre temps.